C'est du thriller psychologique. C'est pas du polar. Il y a pas, on sait qui a tué, quoi. On cherche pas l'assassin. Qu'est-ce que t'as à débouler comme ça dans mon bureau? Tu m'avais pas dit qu'elle était mineure. Oh, Étienne, elle avait quasiment 18 ans, ça change rien. Mineure, Mathias. Les flics vont forcément la rechercher. Bah, ils vont la rechercher, mais là où tu l'as balancée, ils la retrouveront jamais. Là où je l'ai balancé, mais tu te rends compte comment tu parles? On dirait que t'en as rien à foutre, bordel. T'as tué une jeune fille de 17 ans, bordel, Mathias. Tu t'en rends compte ou non? Mais tu me prends pour qui? Tu crois que je suis un monstre? Tu crois pas que ça m'empêche de dormir? Hein? C'était un accident. Un putain d'accident. Je te l'ai dit, un accident. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et puis de toute façon, maintenant, c'est trop tard pour revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. Excuse-moi. Oui, monsieur le chef de cabinet. On voulait quelque chose de dur, de fort, sans concession. Que ce choix de vie du personnage incarné par Olivier Marchal aille jusqu'au bout. Qu'il accepte finalement dans une espèce de logique totalement immorale, mais compréhensible dans sa gestion de l'émotion par rapport à son père, sa mère et son frère. C'est une histoire d'amour entre deux frères, sans doute. C'est ce qu'on a essayé de faire, travailler le côté de la fratrie et les rapports souvent qu'ont les grands frères avec les petits frères. Souvent, et d'autant plus dans cette histoire où la mère est morte, est absente, et petit à petit, le grand frère a pris la place d'un père qui n'a plus été là et qui a pris la place un peu de la mère. On essaye un peu de faire à la télé ce qu'on pourrait faire au cinéma. On est d'être un peu plus complexe, un peu plus... oui, d'avoir un tissage un petit peu plus fin. Et on peut pas toujours le faire. On peut pas toujours le faire à la télé. Là, on nous a laissé le faire. On a eu un interlocuteur extrêmement attentif, important, bienveillant, en la personne de François Iter. Je pense qu'il nous a aidés à aller au-delà peut-être de ce que on aurait attendu peut-être au départ. En tout cas, ça a été une collaboration extrêmement intelligente. Et dès qu'on a proposé l'idée à François, il a dit oui, on le fait. Il a dit oui, on va casser les codes, c'est-à-dire... Et pour nous, de pouvoir, c'est peut-être là ce côté de création, de se dire on va pas faire comme on fait d'habitude, à la fin, tout est bien qui finit bien, quelque part. De pouvoir aller jusqu'au bout de ça, vraiment, c'est vrai que ça a été super. François qui nous a dit oui. Et presque c'est nous qui sommes revenus, parce que lui, il disait, vous faites un film austère, allez à l'austérité jusqu'au bout. Et même nous, au bout d'un moment, on maîtrisait notre histoire, on s'en rendait plus compte que sur le papier, le spectateur, ça allait être des regards, 3 mots par-ci, 3 mots par-là. On dit, là, on va trop loin. Denis Malval, le réalisateur, n'écrit pas. Par contre, il était présent dès le début de l'écriture. Et c'est un très bon lecteur. Jean-Baptiste Nérac aussi, il était présent, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de réunions. Donc, mais c'est bien, personne n'a voulu écrire à notre place, ce qui est quand même très agréable, c'est-à-dire qu'on nous a laissé faire le travail jusqu'au bout, mais on avait des interlocuteurs exigeants. Moi, j'essaie toujours d'étayer, d'avoir suffisamment de passé à expliquer aux acteurs. Donc, je suis parfois un peu pénible avec les scénaristes en leur disant, mais qu'est-ce qui se passe avant? Votre personnage, il vient d'où? Il a fait quoi? Parce que pour diriger les comédiens, ça me paraît absolument nécessaire de pouvoir leur répondre à leurs questions. Donc ce personnage, comme le personnage d'Elsa, donc la juge d'instruction, on les a construits petit à petit. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait une histoire, ça nous plaît, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, c'est, maintenant, ces personnages, nourrissons-les. Je voudrais que tu me fasses confiance. Et si t'as un problème, je suis là, t'es pas seule. Ouais, je sais. Elle doute, c'est vraiment une femme amoureuse. Et tout d'un coup, le monde s'écroule. Que peut-être dans notre tête, il y avait un personnage un peu plus juge d'instruction, alors que Elsa Languigny, a priori, on lui donnerait pas. Elle a de la douceur, on lui donnerait pas. Et c'est, voilà, ça amène un plus à notre histoire. Elsa, ça a été une magnifique découverte.
Bon, je la connaissais comme chanteuse, je l'avais déjà vue comme comédienne, mais je trouve qu'elle a amené une profondeur, une honnêteté dans la façon d'interpréter interpréter le personnage. Le personnage en lui-même, il n'est pas non plus... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une faille. Tous ces personnages, elle aime cet homme, elle est prête à partir, mais elle ne le fera pas. Et petit à petit, elle va rentrer dans le moule. Le mieux, ce serait que j'aille me dénoncer. Bois. Rien ne t'accuse. Je vois pas pourquoi on te soupçonnerait. Et imaginons que ça soit le cas, n'oublie pas que tu n'es pas n'importe qui dans la région. Elle sauve la famille, quoi. Elle sauve sa famille, elle sauve voilà. les apparences. Mais- Et Oui. elle sauve l'argent aussi, oui. Et son statut. Son statut. Elle est fille de l'ancien président, de PDG, machin. Elle est la femme du PDG. Elle sauve son précaré et elle est prête à tout sacrifier. Mais c'est quand même une saloperie. Il n'y avait pas une vraie volonté de noircir les personnages féminins. Elle est juste la gardienne du temple. C'est-à-dire qu'elle a choisi un mari plus jeune, elle le dit, parce qu'il la faisait rire, parce qu'il était brillant, parce qu'il était capable, je pense, de gérer l'Empire, et il le fait correctement, sauf que, bon, à côté, il est volage et qu'elle l'accepte plus ou moins. Et puis ensuite, une fois qu'elle doit prendre les décisions et qu'elle comprend que son cocon est en danger, elle est implacable. À partir du moment où le grand frère va aider le petit frère, et que quelque part, la société, ils sont plus du même niveau social. C'était un petit peu, vous savez, le côté... On a gardé ce côté Simenon, c'est-à-dire... Et la société qui va bouffer, en gros, le Sangrad, quoi. Les politiques et les industriels sont, quoi qu'on en dise, liés, puisque les uns font élire les autres. Et donc, quand les politiques sont élus, ils vont pas mordre la main qui les a nourris. Donc, ce monde-là est totalement en osmose. Voilà, même si on a des dirigeants qui, eux, pensent qu'ils dirigent, ceux qui nous dirigent, c'est les industriels. Voilà, donc le film raconte ça aussi, c'est-à-dire que Michael est là en disant mais tu vas te présenter, de toute façon, t'inquiète pas, je te donnerai mon soutien. Voilà, ça marche ensemble. Donc finalement, il y a une espèce de caste au-dessus des lois. Qu'est-ce que tu vas faire du corps? Je vais le jeter dans une zone interdite à la pêche. On le retrouvera jamais. Olivier, parce que c'est un ami on a déjà fait 2 films ensemble, qu'on avait très envie de se retrouver. Et Michael, c'est le fruit d'une discussion avec Fabienne Bichet, qui a fait le casting. On réfléchissait à qui pourrait donner la réplique à Olivier. Et c'est Fabienne qui a eu l'idée. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu penses de Michael? Et je me suis dit, c'est pas idiot, parce qu'il a... Il y a des similitudes, même si je parlais de la carpe et du lapin, c'est un peu ça. Et moi, je ne fais que leur amener des petits détails infimes. Les comédiens, c'est eux qui jouent, c'est eux qui sont exposés. Donc nous, on est quelque part les garants d'une volonté, les garants d'une idée. Mais en tout cas, mon rôle, moi, je le considère comme étant extrêmement... épisodique et très léger, quoi. C'est vraiment des petites choses que j'essaie de leur apporter à un moment quand je sens qu'il y a ou une interrogation ou un doute. Voilà, après, diriger les acteurs, c'est très prétentieux, quoi. Si on a envie de choses particulières, si on a envie d'aller chercher... Là, sur ces films de sentiments, c'est pas simple. De dire à un comédien, là maintenant tu vas te mettre à poil, tu vas pleurer parce que tu es devant la tombe de ton père et là il y a 70 personnes et ça bouge et il faut que le type il soit concentré. La confiance, c'est la base de notre travail. Si les gens ont confiance en vous, vous pouvez leur demander beaucoup de choses. L'unitaire, il permet d'avoir un vrai point de vue. Enfin, logiquement, il devrait avoir on devrait avoir l'espace pour pouvoir s'exprimer et avoir une vraie direction artistique, que ce soit sur la lumière. Là, on a un vrai choix, nous, de lumière très froide,
On voulait avoir notre référence était un petit peu les films suédois, norvégiens, enfin voilà, ces lumières un peu froides parce qu'on considérait que ça collait vraiment à l'histoire qu'on racontait. Donc là, il y a eu une vraie décision artistique. Sur les costumes, c'est pareil. Sur le choix des décors. La maison de Michael, c'est vrai que on n'en a pas visité beaucoup. Et quand je suis arrivé sur cette maison, je me dis mais c'est le couple. C'était cher, froid, transparent. À la fois, on a l'impression d'une espèce de clarté. Et en fait, c'est une sorte de monde totalement fermé, hermétique. Il y a une scène que j'adore dans ce film, c'est la scène où elle fait faire les devoirs à la petite et que lui rentre et il dit je peux pas laisser mon frère, il faut que... Et cette scène, elle est significative. On a eu une chance inouïe, une lumière fabuleuse, on dirait un Bruegel. Et ce qui se raconte est d'une froideur extrême. Et je trouvais que ça symbolisait totalement le couple. On a d'abord tourné le plan large de cette scène. Et j'ai eu un vrai cas de conscience, c'est qu'à la fin de la prise, je me suis dit, mais ça raconte tout. Est-ce que j'ai une nécessité d'aller découper, aller chercher des regards, aller chercher des... Donc je me suis vraiment posé la question. Et je pense que pour le cinéma, j'aurais certainement laissé le plan comme ça. Mais la télévision nécessite des gros plans pour aller chercher de l'émotion. Le cadre est plus petit. On a moins cet effet de grossissement que peut amener la salle de cinéma. Donc le choix a été de découper, d'aller chercher des choses. Mais cette scène-là, vraiment, elle est pour moi significative de ce qu'on peut amener, la part artistique qu'on peut amener dans un film. En tout cas, c'en est une. On se voit une fois que le film est fini et je lui raconte. Je raconte le film. Donc le pourquoi du comment, les personnages, un peu le background. Et lui, il note des choses et ensuite il m'envoie des morceaux, on se revoit, on tâtonne, en sachant qu'on a quand même, on a des interlocuteurs, hein. Il y a notre producteur qui donne son avis et la chaîne aussi qui, de toute façon, est partie prenante. Hein. On ne peut pas faire de film aujourd'hui sans avoir leur aval. Ce qui est normal, c'est eux qui financent. Donc c'est la moindre des choses. Pourquoi le film était si long ? C'est vrai que la magie des images, parfois, est étrange. Quand on écrit, on a parfois la nécessité d'écrire des choses en se disant si cet écrit n'existe pas, on ne comprendra pas. Et en fait, parfois, l'image parle tellement que certaines scènes deviennent inutiles. Et ça, on ne peut pas l'appréhender, je pense, à l'écriture. Le calibrage, se dire on part sur 90 minutes, on tourne 90 minutes, j'y crois pas. Très sincèrement, je ne sais plus si c'était écrit ou si c'est venu... Et en fait, elle résume la situation complète, c'est comme ça que ça doit être. Parce que lui, il faut qu'il assume, parce que son frère doit continuer, parce que... Enfin, c'est un résumé, tu as raison, c'est vraiment un résumé du film, quoi. Ça ne pouvait pas être autrement, quoi. Une espèce de destin tragique, une espèce de tragédie grecque, quoi, qui petit à petit, le point final, c'est forcément la chute de cet homme-là. Et il en prend conscience. Et il le transmet au seul type qui est là en lui disant « Mais je sais que c'est pas vrai, que c'est pas toi. » Il dit « C'est comme ça que ça doit être. »